Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur une question vraiment complexe. Quel avenir pour l'Afrique subsaharienne à l'horizon 2026? Quand on regarde les données, celles du FMI ou de la Banque mondiale par exemple, on a un tableau plein de contrastes, un vrai paradoxe. Et c'est ça qu'on va essayer de décortiquer ensemble. Et pour bien comprendre, regardez ça. Le paradoxe, il est là, en plein cœur. D'un côté, on nous parle d'un moteur, d'une machine économique lancée à pleine vitesse, avec une croissance projetée à 4,4%, c'est énorme. Et de l'autre, on a un fardeau, un poids immense, 20 pays qui sont soit déjà en crise de la dette, soit sur le point d'y tomber. Alors la question c'est, comment ces deux réalités si opposées peuvent-elles exister en même temps? En fait, cette phrase, qui vient des grandes institutions internationales, résume tout parfaitement. C'est un peu notre feuille de route pour aujourd'hui. On va suivre ce plan. D'abord, on va regarder la belle vitrine, la croissance. Ensuite, on va jeter un œil dans l'arrière-boutique pour voir les failles, les vulnérabilités. Et enfin, on parlera des risques qui pourraient tout faire basculer. Allez, on commence par les bonnes nouvelles, par le côté positif. Parce que oui, malgré un contexte mondial pas facile du tout, l'économie du continent montre une résilience assez incroyable. Mais alors, d'où vient cette force? Qu'est-ce qui tire cette croissance vers le haut? Regardez-moi ces chiffres. Honnêtement, beaucoup de pays développés en rêveraient. L'Éthiopie qui flirte avec les 9% de croissance, c'est juste énorme. Le Rwanda, l'Ouganda, le Bénin, tous au-dessus des 7% ou pas loin. Ça, c'est pas juste des statistiques, c'est le signe d'un vrai dynamisme de pays en pleine transformation. Et là, attention, on touche à un point absolument crucial. Le secret de cette résilience. Le vrai moteur, ce ne sont pas les pays qui pompent du pétrole ou qui creusent des mines. Non. La croissance la plus solide, presque 6%, elle vient des économies qui ont su se diversifier. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Ça veut dire que le continent construit son avenir sur des bases plus solides, moins dépendantes des montagnes russes des prix des matières premières. Bon, on a vu la face lumineuse. Maintenant, il est temps de retourner la pièce et de regarder le revers de la médaille. Parce que cette belle croissance, elle repose sur des fondations qui craquent un peu de partout. Et c'est là que les choses se compliquent. On va donc explorer ces lignes de faille. Première grosse fissure, l'instabilité politique. Le calendrier de 2025-2026 est une vraie poudrière. Des élections sous haute tension en Centrafrique, en Guinée, une guerre civile qui fait rage au Soudan, des élections à haut risque en Ouganda et une situation très tendue en Éthiopie. Toute cette instabilité, c'est un véritable poison. Ça fait fuir les investisseurs et ça fracture les sociétés. Ensuite, la dette. Et là, un chiffre à retenir, 20. 20 pays. C'est le nombre de nations qui sont au bord du gouffre financier ou qui y sont déjà. Ce n'est plus une poignée de cas isolés, là on parle d'une vague qui menace d'emporter une bonne partie du continent. Et pour que ce soit bien clair, regardez ce que ça veut dire concrètement. Dans des pays comme le Nigeria ou le Kenya, plus d'un cinquième de tout l'argent que l'État collecte, il part directement dans le remboursement des intérêts de la dette. Imaginez, c'est de l'argent qui n'ira jamais dans les écoles, les hôpitaux ou les routes. C'est un garrot qui étouffe le développement. Et la conséquence de tout ça? Un trou. Un trou béant de 108 milliards de dollars, chaque année. C'est ce qu'il manque pour financer les infrastructures de base. Sans route, sans port, sans électricité fiable. La belle croissance dont on parlait au début ne peut tout simplement pas se transformer en un développement réel et durable pour la population. Et pour couronner le tout, il y a un mécanisme pervers, une sorte de cercle vicieux qu'on appelle le nexus banque souverain. C'est assez simple à comprendre en fait. L'État est super endetté, d'accord? Du coup, il fragilise les banques locales qui ont acheté sa dette. Ces banques, devenues frileuses, arrêtent de prêter de l'argent aux entreprises. Résultat, l'économie cale, l'État collecte moins d'impôts et sa dette s'aggrave encore. C'est une spirale infernale. Passons au social. Et là, encore un paradoxe. On pourrait se dire « Super, le chômage des jeunes est plus bas qu'en Europe. » Mais il y a un énorme mais. La réalité, c'est que derrière ce chiffre, plus de 70% des jeunes qui travaillent ont des boulots précaires, sans contrat, sans aucune protection sociale. En clair, la croissance actuelle crée des petits boulots, pas des carrières. Et ça, pour des millions de jeunes, c'est une impasse. Et la fissure la plus profonde, peut-être la plus inquiétante, elle touche à l'éducation. Tenez-vous bien, en Afrique du Sud, un pays pourtant moteur, près de 80% des enfants en fin de primaire ne savent pas lire et comprendre un texte simple. 8 sur 10. On parle d'une véritable crise de l'apprentissage qui met en péril tout le potentiel de la future génération. Ok, on a le tableau. Une belle croissance, mais des fondations très fragiles. Maintenant, la question est, quelle est l'étincelle qui pourrait mettre le feu aux poudres? Quels sont les risques concrets qui planent et qui pourraient faire basculer tout cet équilibre précaire? Les scénarios catastrophes ne manquent pas, malheureusement. Ça peut être une escalade des guerres au Soudan ou en RDC, ça peut être un choc économique externe, imaginez le prix du pétrole qui s'effondre, ou une nouvelle crise financière mondiale qui resserre le crédit.
Sans oublier, bien sûr, les catastrophes climatiques de plus en plus fréquentes et cette fameuse contagion, cette épidémie de coup d'État qui se propage d'un pays à l'autre. Et il y a un risque qui n'est pas hypothétique, qui est déjà là, la baisse de l'aide internationale. Pour les pays les plus pauvres, cette aide, c'est une bouée de sauvetage. Ça peut représenter plus de 10% de tout leur budget. Alors imaginez l'impact si on coupe cette aide. On parle d'un effondrement total des services de base comme la santé ou l'éducation. Bon, le tableau est complexe, c'est le moins qu'on puisse dire, ça peut paraître un peu décourageant. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas face à une fatalité. Les experts ne font pas que lister les problèmes, ils proposent aussi des pistes de solutions. Des solutions concrètes, basées sur des faits, pour renforcer la résilience du continent. Et ça tient en 4 grands chantiers. Premièrement, arrêter de dépendre de l'extérieur et mieux collecter ses propres impôts. C'est la base. Deuxièmement, la transparence totale sur la dette. Fini les dettes cachées. Troisièmement, développer les marchés financiers locaux. L'idée, c'est de pouvoir s'endetter dans sa propre monnaie pour éviter les risques de change. Et enfin, quatrièmement, avoir des banques centrales fortes et indépendantes pour piloter l'économie sereinement. Et attention, ça, ce n'est pas de la théorie. Ça marche. Regardez le Rwanda, avec la déclaration d'impôt en ligne. Le Ghana, qui a boosté ses revenus de TVA grâce à la facturation électronique. La Tanzanie, le Togo. Ce sont des preuves concrètes que lorsque ces réformes sont menées sérieusement, les résultats sont là et ils sont spectaculaires. Ce qui nous amène à la question finale. La question qui résume tout. Le potentiel du continent, il est évident. Le diagnostic, on l'a. Les solutions techniques, on les connaît et on sait qu'elles fonctionnent. Alors où est le blocage ? L'obstacle final, il n'est peut-être ni économique ni financier. Il est politique. La vraie question, c'est la volonté politique de mettre en œuvre ces réformes sera-t-elle au rendez-vous ? C'est de la réponse à cette question que dépendra tout l'avenir du continent pour 2026 et pour bien plus longtemps encore.